Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Cette semaine, la brigade cinéphile reçoit un véritable Hercule Poirot de la cinéphilie. C'est simple, rien ne lui échappe entre sa perspicacité hors du commun, son humour ravageur et son élégance rare. Ne lui manque que la célèbre moustache finalement, en la personne de Monsieur Alban Liebel. Comment ça va Alban ? Mais ça va, ravi d'être ici. Merci pour cette introduction. En tout cas, c'est une vraie joie, un privilège même que de t'avoir enfin en interrogatoire dans l'émission, autour de la table, de te voir en action sur la scène du crime. Et avant de commencer, je rappelle à nos auditeurs que tu es médiateur, conférencier et formateur en cinéma et que tu travailles notamment pour le dispositif lycéen au cinéma. Avant d'attaquer la discussion autour du film que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la tradition en ce début d'émission, on va établir ta photo signalétique en 2 questions rapides. La première, quelle est ta définition d'un bon polar ? Pour moi, un bon polar, c'est un polar qui t'emmène, c'est une définition du genre, mais quand il est bon, c'est particulièrement savoureux, tout simplement là où tu n'as pas envie d'aller, fréquenter des personnes que tu n'as aucune envie de fréquenter, et même dans des lieux, des milieux professionnels, ou des lieux, ou des sociologies voilà, avec lesquelles tu n'as aucun lien et que tu détesterais rencontrer dans la vraie vie. Et ça te met, et ça c'est ce qui est beau dans le cinéma, dans une position particulièrement confortable. Non seulement tu as une appétence pour ça, mais en plus tu prends du plaisir. Et tu sais, on dit souvent que ça m'a toujours un peu sorti par les oreilles quand on dit « Ouh là là, mais l'appétence pour la violence, ce qui est noir, c'est terrible ». Non, au contraire, en faire spectacle, c'est ce qui est beau. Et en plus, depuis l'Antiquité, depuis la Bible, il n'y a que ça, de la violence partout. Donc on a besoin de ça, et je trouve que le cinéma est dans sa modernité, peut-être parce qu'il y a aussi l'écran, nous permet d'être particulièrement en confort. Et la mise en scène, c'est ça l'art de la mise en scène, c'est de te placer dans un lieu en tant que spectateur où tu vas être bien, et en plus où tu vas moralement être bien. C'est-à-dire que tu peux tout à fait voir toute la noirceur de l'âme humaine, et c'est ce qu'on adore dans les polars, sous toutes ses formes, hein, plus ou moins graves. Mais grâce à la mise en scène, on te propose un endroit où tu es bien, et en plus où tu as une conscience morale préservée. Voilà, t'es pas forcément, tu ne cautionnes pas ce que tu vois, mais tu prends une forme de plaisir, et qui est en fait très salvatrice et très très agréable. Et je pense que le polar, il y a ce côté très libérateur, et en même temps moralement juste, quoi. Et c'est pas pour rien que les plus grands, les 2 grands maîtres pour moi, et qui ont inventé le polar aux 2, c'est Lang et Hitchcock, parce qu'ils ont fait ça. Ils nous ont mis à l'endroit où on devait être, et en étant dans des genres très différents, un beaucoup plus sérieux, l'autre beaucoup plus rigolard et distancié, dans une sorte de rectitude et de situation parfaitement moralement juste. Et en même temps, on a le plaisir du spectacle du mal. Donc ça, pour moi, c'est ça le bon polar. La seconde, très simple mais paradoxalement très difficile, quel est ton polar préféré ? C'est quasiment impossible, surtout à partir d'arriver à un âge certain, nous avons vu beaucoup de films, donc beaucoup de polars. Donc je vais en dire 2 pour tricher un peu. Un classique et un moderne, on va dire, l'ère moderne. Le classique, c'est Laura de Preminger. Pour moi, c'est le film, un des plus beaux polars que j'ai jamais vu, que je revois régulièrement. Parce qu'il a cette dimension que j'aime beaucoup dans beaucoup de polars. Je te parlais de la noirceur de l'âme humaine. C'est aussi la dimension aussi mortifère. Tout le romantisme noir qu'il y a dans beaucoup de polars, ça aussi, c'est un film un peu matrice, parce que même si le jeu scénaristique triche un peu, mais c'est quand même un homme qui est amoureux d'une morte, qui n'est pas morte. Voilà, ça a été la matrice aussi de plein d'autres films que j'ai aimés. Évidemment, ça annonce Vertigo, ça annonce De Palma, qui est vraiment le roi de l'amour mortifère, via le polar ou le thriller horrifique, etc. Ça annonce Laura Palmer, hein, c'est aussi Twin Peaks. Enfin, voilà, donc, tout ça, pour donner d'autres références que j'aime beaucoup. Et puis c'est avec Jean Turney, qui est la plus belle femme de l'histoire du cinéma, c'est mon avis et je le partage. Donc pour toutes ces raisons, Laura dans les classiques, et puis dans les modernes, j'ai beaucoup réfléchi. Au début, je vais faire Fincher, tout ça. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut aller sur des souvenirs personnels. Et je dis qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, qu'est-ce qu'un film qui me dit ça peut être aussi ça. Et c'est quand j'ai découvert au cinéma, j'avais donc une vingtaine d'années, Le Silence des agneaux. Et moi, Le Silence des agneaux, c'est pareil, c'est un film beaucoup imité, jamais y allé. Alors évidemment, ça annonçait toute une série de serial killers cinéma, à la télé. Mais au-delà de ce côté un peu matrice qui est connu, je trouve que c'est une histoire géniale, ce film, parce que c'est la parfaite synthèse de ce que peut être le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire qu'on part de la série B, c'est l'écurie Corman avec Jonathan Demme, et on finit aux Oscars. Donc c'est ce côté crapouilleux, craspec, parce que Le Silence des agneaux, c'est vraiment très glauque.
Et c'est magnifié par la mise en scène, magnifié par les acteurs. Grand film féministe, hein, on n'a pas attendu les années 2000 pour être à l'heure en féminisme. Le cinéma a toujours été plus progressiste d'ailleurs que la société. Enfin, c'est un des plus beaux rôles de femmes au cinéma, le rôle de Clarice Starling avec Jodie Foster. Donc voilà, Les Silences des Agneaux, parce que c'est aussi un des films un peu fondateurs de ma cinéphilie. Dans ce nouveau dossier, direction les années 50, où plusieurs meurtres ont été commis dans un lugubre manoir victorien, avec plusieurs suspects à la clé et tous au mobile établi, avec Cluedo, réalisé en 1985 par Jonathan Lean, et adapté bien évidemment du jeu de société que tout le monde connaît, hein. De quoi revenir finalement sur un genre bien particulier du cinéma policier, dont on raffole d'ailleurs tous les deux avec Alban, et qui nous vient tout droit de la littérature, donc à savoir le film à énigme, le whodunit. Et voilà, c'est vraiment un genre qui est depuis quelque temps revenu un petit peu sur le devant de la scène, évidemment à travers maintenant la saga Knife Out, hein, donc à couteau tiré de Ryan Johnson, eu Glass Onion il y a un an environ, et bientôt donc Wake Up Dead Man, le troisième sur Netflix, les nouvelles adaptations évidemment de Hercule Poirot, réalisé par Kenneth Branagh, une trilogie pour l'instant, la série Only Murders in the Building sur Disney+, Coup de théâtre, donc qu'on avait vu ensemble d'ailleurs, Alban et moi au cinéma, autour de La Souricière de Agatha Christie, qui n'a jamais été adaptée au cinéma. Et quand j'ai proposé l'émission à Alban, je voulais que Alban vienne dans l'émission depuis le tout début, hein. On cherchait vraiment un film ou un genre vraiment à traiter, et finalement cette concordance, on va dire, de cette mode qui revient et qu'on adore, et puis ton appétence aussi pour ce genre-là, nous a finalement dirigé, on va dire, de manière assez naturelle sur le whodunit en général. Et il faut dire qu'on a procédé un peu d'une manière un peu différente que d'habitude, c'est-à-dire que quand je vais trouver un invité, je propose un film vraiment particulier. Là, on a vraiment réfléchi tous les deux. On a vraiment cherché voilà, différentes pistes. Tu as proposé par exemple au tout début Le Crime de l'Orient Express. Oui, celui qui vient très spontanément, c'est vraiment le chef-d'œuvre du genre, parce que c'est un des rares aussi traité par un très grand cinéaste. On reviendra sur aussi cet aspect-là, hein, que parfois on n'a pas des cinéastes qui sont peut-être un peu faiseurs, enfin qui sont moins des formalistes. Et là, en plus, voilà, il a un peu magnifié le genre. Et puis c'est un film un peu Madeleine Proust. Presque, on est bientôt près de Noël, c'est presque un film de Noël, un film qui revient régulièrement. Donc de Ciné-Lumet. Hein. Oui, de Ciné-Lumet. On l'a pas dit, avec Albert Finet, qui est vraiment dans l'imaginaire collectif le Hercule Poirot avec Peter Ustinov. Donc ces films-là, voilà. Puis on a réfléchi, puis finalement on s'est dit que un film peut-être plus réflexif, un film beaucoup plus peut-être méta, avec plus de distance sur le genre, nous permettrait comme ça d'évoquer tout un tas d'exemples d'autres œuvres qui nous tiennent à cœur. Et donc voilà, on s'est mis d'accord sur Cluedo, qui n'est pas forcément le meilleur des films. Hein. Voilà, Jonathan Lean est un cinéaste qui a fait beaucoup de comédies. Hein. On en parlait entre nous. Voilà, bon, Sergent Bilko avec Steve Martin, Mon voisin le tueur avec Bruce Willis, et surtout Mon cousin Vinny avec Joe Pesci, qui est un super film de procès. Vraiment. Marissa Tomei avait gagné l'Oscar du meilleur second rôle. Oui, c'est un film qui avait marqué en son temps. Ouais. Un peu oublié depuis. Ouais, mais qui est disponible assez facilement sur les plateformes. Ça nous a permis surtout d'avoir cette idée de faire un survol du whodunit. Alors du coup, on pourrait commencer par présenter ce genre, ce sous-genre. C'est quoi en fait un whodunit ? Pour moi, c'est aussi le fait qu'il est... On parle de sous-genre un peu, enfin comme dans les ensembles mathématiques, hein, mais c'est vraiment voire un sous-genre pour beaucoup. C'est que c'est autant il y a plein d'aspects du polar qui, alors, tout vient souvent de la littérature, du théâtre. Le cinéma est un art plus récent, mais quand même, on peut dire que je parlais tout à l'heure de Hitchcock ou de Lang. Il y a toute une dimension du polar matriciel qui doit au cinéma. L'héritage de l'expressionnisme, après les grands films noirs de Huston. Voilà, il y a tout vraiment où le cinéma a apporté sa pierre pour vraiment créer un genre, une forme, des archétypes. Le whodunit doit vraiment énormément et reste encore très, très dépendant de ses origines littéraires. Moi, le premier, ma découverte en fait du whodunit, c'est pas le cinéma, c'est les romans d'Agatha Christie. J'étais étudiant, j'avais je me souviens très bien, c'est un été où j'avais un boulot d'été qui m'accordait du temps dans les transports, bref. Et j'ai lu en un été, je sais pas combien de Poirot et de Marple dans la fameuse collection du Masque avec le petit couverture jaune que beaucoup de gens connaissent. Je sais plus, ça a peut-être changé
changé maintenant, je sais plus si ça ressemble à Oui, ça. c'est comme la série noire dans un autre genre, Voilà. c'était très identifiable. tout de Très suite. identifiable, c'était du petit livre de poche, voilà, qui jaunissait facilement. Les pages, ça durait pas longtemps. Mais ça m'a vraiment permis de découvrir ça. Et effectivement, c'est un genre d'abord littéraire puis théâtral, parce que ça a été énormément adapté au théâtre. Alors, beaucoup plus chez les anglo-saxons, ça aussi, c'est une dimension. Je pense que nous, en tant que galliques, que gallois, on a un rapport un peu particulier. Je pense qu'il faut vraiment avoir aussi une connaissance et un amour plus global de l'esprit anglais, parce qu'il y a aussi un humour particulier, un rapport au réel, une distanciation permanente de tout, des événements, des drames. C'est pas en plein pied dans le réel comme peut être le polar social. Enfin, on est même dans l'opposé quasiment. On est dans quelque chose de très clos sur lui-même. Très distancié et parfois ça nous échappe ou on n'aime pas trop ça en France. Donc je dis ça parce que le théâtre policier, c'est un genre très très anglais. C'est très difficile à réussir d'ailleurs parce que je sais pas pourquoi une pièce policière de théâtre, il y a un côté un peu étrange, ça fonctionne pas toujours très bien. Je pense que ça fonctionne mieux avec la langue anglaise et mise en scène par des Anglais. Et la Mousetrap, hein, la fameuse souricière de Agatha Christie, est sur les scènes de Londres depuis des années. Je crois qu'ils n'ont pas du tout changé ni les costumes. Enfin, il y a un côté muséal assez marrant. Ils l'ont conservé comme ça dans son jus. Et voilà, donc pour moi, c'est avant tout ça. Et ensuite, effectivement, au cinéma, il y a des scénarios originaux, mais des scénarios originaux qui, de toute façon, sont rares par rapport à des adaptations, notamment de Christie ou d'autres auteurs, hein, qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent les Whodunit, des héritières de Christie. Au final, on est dans un genre principalement qui est une belle mécanique, qui est un travail de personnages, de scénarios, de caractères. Et je dirais que presque toute l'énergie d'un producteur ou d'un acteur se concentre sur la résolution, la mise en scène de l'intrigue et du jeu. On est vraiment sur un jeu intellectuel. Et donc, ça en fait comme ça, ça en fait des objets comme ça, de divertissement un peu particulier, mais où la dimension formelle est un peu secondaire. Donc, quelque part, il y a des dimensions presque anti-cinématographiques parfois, tellement la prééminence de la mécanique l'emporte sur tout. Alors, effectivement, au cinéma, t'as plus l'impression que c'est un genre qui appelle à une construction scénaristique extrêmement élaborée, c'est-à-dire que le spectateur doit découvrir en même temps que l'enquêteur. L'enquêteur est aussi un gimmick du genre, hein, qui est plus ou moins identifié, une identité assez forte. Ça peut être un enquêteur amateur, ça peut être un détective privé comme Hercule Poirot, mais voilà, découvrir en même temps les indices que les protagonistes du film. Donc il y a un côté extrêmement ludique aussi pour le spectateur, qui est aussi valorisé parce qu'il doit trouver l'identité du criminel ou des criminels aussi. Mais c'est le plaisir d'être baladé ou de ne pas l'être, d'être plus intelligent, moins intelligent que le film. Exactement, ouais, c'est ça, d'être projeté dedans, de rester actif dans le récit. Et effectivement, ça repose moins sur des effets de mise en scène et aussi plus sur des jeux d'acteurs, parce que c'est aussi l'une des récurrences, on pourrait dire, du genre, des castings prestigieux, beaucoup de personnages avec des tropes très marqués en termes de protagonistes, genre la vieille bigote, le vieux militaire retraité qui est misanthrope, les servants aussi, les maîtres d'hôtel, etc. Majordome. C'est souvent, effectivement, c'est aussi un sous-genre, on pourrait dire, encore dans le Whodunit, d'un huis clos, c'est-à-dire dans un lieu extrêmement marqué. Souvent une unité de lieu, d'où le côté théâtral. Dans un côté aussi très manoir victorien, dans une société fermée, bien souvent aristocratique ou bourgeoise. Donc il y a aussi une réflexion derrière un petit peu, pas politique, mais en tout cas qui essaye de croquer, on va dire, un microcosme à part. Et on l'a pas dit, mais en tout cas, Whodunit, dans sa traduction, on pourrait dire littérale à la française, c'est « qui l'a fait ». Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un truc à énigme, qui repose sur l'identité d'un tueur, à l'inverse par exemple de la littérature à l'époque aussi. Donc là on est une littérature des années 20, 30, 40, une littérature plus américaine qui était Lord Boyle par exemple. Donc on peut citer, je sais pas, Raymond Chandler, Dashiell Hammett par exemple, donc des auteurs comme ça, où c'est plus sur la figure de détective privé. Et la psychologie des personnages. La psychologie. Là non, c'est vraiment qui l'a fait, à l'inverse aussi par exemple de récits comme Colombo, qui est peut-être l'exemple le plus connu, où on connaît l'identité du meurtrier dès le début de l'intrigue. Et la question, ce n'est pas le qui est le là en fait de l'histoire, l'intérêt de l'histoire, mais bel et bien le comment. Comme les experts dernièrement en série télé reposaient sur comment le tueur va se faire arrêter. Donc on est vraiment dans un sous-genre très particulier.
et avec effectivement un côté, on va dire, je trouve aujourd'hui très classique à la télévision, avec les séries télé qu'on connaît tous. Qui la plupart, qu'elles soient françaises, étrangères, reposent beaucoup là-dessus. Hein. Exactement, que ce soit, je sais pas, Le Maigret, téléfilm du samedi soir. ouais, Voilà. Maigret chez nous avec, on va dire, Ouais. Bruno Kremer à la télévision, Simenon, Mm. on peut rigoler, mais genre Derrick en Allemagne, c'est aussi ça, par Ouais, exemple. bien sûr. Là où le cinéma, et c'est là où Cluedo est intéressant, a un côté effectivement beaucoup plus distancié, beaucoup plus méta, on va dire, beaucoup plus réflexif sur le genre et beaucoup plus drôle, beaucoup plus parodique sur ce genre-là qu'on apprécie. C'est justement cet humour-là et la truculence des acteurs et du casting qui, en tout cas, me plaît vraiment particulièrement, quoi. Oui, c'est un genre qui tend la perche parce que il est lui-même, enfin, il est porteur de sa propre caricature ou d'une réflexion sur lui-même. Parce que, pour revenir sur 2 aspects que tu as donnés, ça joue sur la truculence, le rôle des acteurs, le fait que, par exemple, qu'on avait toujours des castings prestigieux. Ça, c'est intéressant. Alors, pour prendre, je vais revenir toujours sur l'exemple le plus célèbre, qui est le Crime de l'Orient Express. En fait, ces personnages, et c'est là aussi où on n'est pas effectivement chez Chandler, chez Hamet, où on va explorer le côté héritage de l'expressionnisme. Hein, c'est-à-dire on va explorer la noirceur de l'âme humaine dans les grands polars américains, notamment classiques, et puis dans leurs héritiers modernes. Là, effectivement, les personnages n'ont pas d'importance. Ce sont des rôles, enfin, au sens qu'on utilise, souvent en théâtre, on dit des fonctions, enfin des fonctions. On dit aussi Des archétypes. des archétypes qui sont là pour faire avancer l'action. Donc, comment fait-on? Et en fait, c'est des personnages qui n'ont quasiment qu'une psychologie, souvent. C'est ça qui est très intéressant. Et qui ont le côté que des gens qui n'aiment pas. Parce que comment se projeter dans des personnages qui ne sont là que pour présenter effectivement leur classe sociale, leur fonction, leur rôle. Et on ne va pas beaucoup creuser leur vécu, leur passé. Donc, ils sont là vraiment pour se donner en spectacle et faire partie de l'intrigue. Donc, comment les faire vivre? Et c'est particulièrement intéressant que très vite, alors on le voit dans effectivement le Lumet, dans tous les films ensuite qu'on suivi avec Peter Ustinov, on a vu ça, même les Poirot avec David Suchet, quand il fallait pour les petits, parce qu'il y en a eu tellement de livres, les petits Christie, les moins connus, bon, on n'avait pas forcément des acteurs très connus, mais dès qu'il fallait adapter le Crime de l'Orient Express ou Mort sur le Nil, on allait prendre une ou deux. Il y avait Jessica Chastain, je crois, dans sa version du Crime de l'Orient Express, il me semble, avec Suchet. Je crois qu'il y a Jessica Chastain qui a un rôle. Bon, enfin bon, il y a toujours cette idée, et en fait, je pense que là aussi, on compte là-dessus, on compte sur le fait que le spectateur va reconnaître sa star préférée et qu'elle va faire un numéro. Donc, waouh, il y a Lorraine Bacall, qu'est-ce qu'elle va faire? Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que si on analyse un peu alors, comme dans l'Interspace, c'est un cas à part, mais si on analyse un peu tous ces films, on peut être pratiquement sûr que le rôle du criminel, c'est l'acteur ou l'actrice la plus connue qui l'interprète. Parce que c'est lui, là, dans les Colombo aussi, on retrouve ça d'ailleurs. Dans Colombo, c'est toujours une C'est star toujours qui incarne une le star méchant. qui incarne le méchant, sauf qu'on le sait dès le départ que c'est lui. Mais donc il y a toujours cette idée aussi de jouer avec le plaisir de retrouver ces stars préférées. Donc déjà, on n'est pas dans quelque chose, on va vouloir nous immerger, on est dans le faux. Parce qu'en fait, on va aussi voir la star dans le rôle dans lequel on a envie de la voir. On a envie de voir Sean Connery en vieux briscard de l'armée britannique, quoi. Donc, et peu importe ce personnage. Voilà, c'est quand même Sean Connery. Donc il y a déjà ce côté-là, donc qui fait que on est déjà dans une mise à distance. C'est pour ça que ça appelle aussi la parodie, l'archétype, la réflexion. C'est déjà un peu réflexif, même en termes de réflexion de producteur ou de casting. Et puis sur l'aspect politique, là c'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand on y réfléchit, il y a 2 aspects. D'abord, tu parles d'un monde clos sur lui-même. On est chez des gens qui n'ont pas vraiment de problème. Et c'est ça. Donc, il faut leur créer des problèmes. Et ça, c'est assez intéressant parce que, puisqu'on est chez des gens qui font partie d'une élite intellectuelle, scientifique, bourgeoise, industrielle, il y a beaucoup de capitaines d'industrie, de gens. Des hommes d'affaires ombrageux. Voilà, des héritiers, des héritières. Il faut bien qu'on le retrouve. Donc, effectivement, alors, bien sûr, il y a des drames bourgeois, les romans d'Henry James. Bien sûr qu'il peut y avoir des choses terribles mais. Là, le plus grand nombre qui va au cinéma, il aura plus de mal quand même à être en empathie avec les drames de ces gens. Donc autant s'identifier au personnage. Donc autant faire un jeu. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de tuer des gens avec de la strychnine ou de façon très compliquée en mettant du poison dans le thé, parce que voilà, de toute façon, à côté de ça,
finalement, c'est presque un jeu pour quels sont leurs problèmes. Donc ça peut être des petites jalousies, des histoires d'héritage. Alors, bien sûr, il y a toujours une raison. Mais quand on y réfléchit bien, là, on est vraiment dans le pur MacGuffin, c'est-à-dire qu'on s'en fiche un peu, quoi. On s'en fiche un peu, et contrairement au polar, qui a quand même une dimension très très sociale, beaucoup. Et je pense aussi qu'il y a... tout le monde n'a pas envie de voir ces gens-là, notamment en France. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas fait de révolution et nous, on en a fait une. Mais je pense que pour le public français, ce côté très apolitique, justement, c'est-à-dire très, en tout cas, à distance ou loin de... Ce sont des huis clos souvent. Et quel huis clos? C'est sur une magnifique plage, c'est en voyage dans le désert, à une époque où seuls les plus riches peuvent le faire, dans un manoir luxueux. Après, c'est vrai que le décor lui-même a une importance. Voilà, aussi. Il joue lui-même dans ce côté. Il véhicule une idée aussi. On est aussi isolé un peu du monde. Voilà, et ça, je pense qu'il y a des gens qui disent, quel intérêt de voir ces gens s'étriper entre eux, quoi. Ou au contraire, on trouve ça très plaisant, très amusant, parce qu'on accepte cette artificialité, le fait qu'on n'est pas dans une dimension précisément en lien avec les problèmes ou la société et les vicissitudes. Et c'est ça qui permet justement le jeu, parce qu'on peut s'en extraire, même si au final il y a vraiment un mort. Voilà, mais tout ça est très 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 mis à distance déjà dans le genre, même quand on le prend au premier degré. Mais même chez nous, en France, on aime quand même ce côté aussi satirique. Oui. Et il y a un côté jeu de massacre qui peut être extrêmement jubilatoire. Et il y a comme des exemples aussi en France. On peut citer L'Assassin habite au 21 ou bien Le Corbeau de Clouseau, qui était l'un des maîtres. Tu citais Hitchcock et Lang, mais c'est aussi un héritier de tout ça, l'un des maîtres vraiment du genre. Donc le cynisme social est plus évident dans les versions françaises, justement. Dans les auteurs français qui vont plus aller chercher la noirceur et la dénonciation, tout simplement. Oui, il y a même une certaine forme d'humour, en tout cas, un côté ricanant. Grinçant. Beaucoup plus second degré, effectivement, et qu'on retrouve encore une fois, voilà, chez, je sais pas, on peut citer Plein feu sur l'assassin de Georges Franju, ou dernièrement 8 femmes, par exemple, de François Ozon, qui jouait aussi justement sur ce que les actrices véhiculaient en tant que personnages au cinéma, leur persona, on pourrait dire, ou bien aussi un qui est très très bon, d'ailleurs, Le Mystère de la Chambre jaune, qui est vraiment un truc très français avec Rouletabille, réalisé par Bruno Podalides, par exemple. Oui, absolument. Là, on est sur, là, on retrouve avec Rouletabille, avec c'est le blanc ou non, le roux. Gaston Leroux. Là, il y a presque un côté british. On trouve le côté mécanique, mécanique amusante. Et juste pour terminer sur l'aspect politique, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, notamment chez Agatha Christie, qui est l'autrice la plus adaptée. C'est aussi, même sur le plan idéologique, des histoires assez conservatrices. Parce qu'on est entre gens très bien. Et quand un élément perturbateur, parce qu'il y a aussi des histoires de vengeance de classe parfois dans les criminels de chez Christie, ou des gens qui veulent piquer la fortune de gens mieux dotés qu'eux, ils sont punis, ils sont arrêtés et il n'y a pas de pitié. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'empathie avec... Ils sont souvent tous détestables. Voilà, il n'y a pas d'empathie ni avec les suspects, ni avec les... on n'essaie pas de comprendre, c'est pas la question. Donc d'une certaine façon, il y a un côté, c'est une vision de la société en fait assez conservatrice, avec assez peu d'état d'âme. Par exemple, et d'ailleurs c'est assez intéressant que dans mon souvenir, la seule adaptation de Christie où le détective se pose des questions de morale, parce que c'est quand même pas rien de faire condamner des gens qui peuvent avoir, entre guillemets, des circonstances atténuantes, en tout cas des bonnes raisons de faire, là où il se pose des questions très très profondes sur est-ce que je dois le faire ou pas, c'est Le Crime de l'Orient Express, où on va quand même pas spoiler, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, le criminel est précisément quelqu'un de bien. Et qui a fait, bon, c'est l'histoire d'une vengeance, mais pour de bonnes raisons. Mais ce sont des gens très bien. Je ne sais pas si Poirot se serait posé autant de questions si ça avait été un ouvrier ou quelqu'un de déclassé qui avait fait la même. Donc faut avoir toujours ça un peu en tête. Il y a un côté assez dans la version, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Et pour finir sur la définition, on peut dire, du whodunit, il y a souvent cette idée quand même que tout le monde est suspect. Ils sont tous immobiles. Vraiment marqués, ils ont tous une raison en fait de faire ça. Et généralement, c'est ça qui est très plaisant en fait dans le polar en général et encore plus dans le whodunit, c'est qu'on connaît les codes, on connaît les tropes, on connaît les ficelles. Oui, la question c'est comment en fait le scénario, comment les acteurs, comment le metteur en scène vont les adapter, comment ils vont jouer avec, faire des variantes, ces nuances, ces univers différents, ça peut être plus humoristique, beaucoup plus politique, beaucoup plus premier degré, tout ce que tu veux. Comment finalement comment on va se faire piéger
souvent des twists évidemment. Oui, oui, bien sûr. La résolution finale intervient dans les romans, dans les dernières pages et au cinéma dans les dernières minutes, et c'est généralement celui qui est le moins suspect Oui. qui a fait le coup. Et donc tu es cueilli, et donc il y a un vrai plaisir en fait, il y a une vraie gourmandise à suivre ça, et tu es toujours en tant que spectateur, oui, dedans, en D'ailleurs, permanence. c'est amusant parce que tu dis, finalement, c'est l'histoire qui sauve personne, parce que tout le monde pourrait être coupable. Donc finalement, tout le monde est un peu coupable. En tout cas, en esprit. Tout le monde aurait pu le faire. Et puis, il y a ce côté, on parle de la théâtralité, et le fait qu'on soit chez des gens bien, ce qui est très amusant, c'est un de mes plaisirs plus extraordinaire dans les Woodonites, c'est justement ces révélations. C'est souvent on réunit tout le monde, attention, grand coup de théâtre, on réunit tout le monde dans une pièce, puis personne n'essaye de s'enfuir, parce que tout le monde est très très bien, ça se fait pas, c'est très mal. Donc tout le monde très sagement vient s'asseoir autour du salon, puis vous avez cette espèce de grande démonstration, c'est cette espèce de fête de l'intelligence C'est qui vrai. se met à voir Ouais, pour oui. elle-même, où vous avez Une ébullition comme ça intellectuelle où tu as un acteur généralement Voilà, qui fait un exactement. monologue, ce qui permet aussi à l'acteur de briller. Voilà. Bien sûr. Albert Finet, Peter Ustinov, David Suchet, ces immenses acteurs anglais, etc., qui ont une éloquence ou une prestance, et ils brillent, mais comme jamais, et tu prends un plaisir. En plus, c'est vrai que c'est anti-cinématographique, puisque c'est un dialogue, en fait, tout simplement. Alors, c'est souvent l'occasion aussi, par le jeu du montage, d'aller revoir les scènes qu'on monte différemment. Voilà, c'est là aussi, le monteur s'amuse on s'amuse un peu à les chercher, mais au final, oui, ça pourrait être fait sans images. C'est une pure démonstration virtuose et très très dialoguée. On est vraiment dans le verbe, à la force du verbe. C'est presque même étonnant, tu vois, que des grands dialoguistes, finalement, en France, comme, je sais pas, Henri Janson, Prévert, Audiard, se sont pas, finalement, coltinés à ce genre. Il y a Marie-Octobre, qui est vraiment formidable dans un côté français, avec Julien Duvivier, donc avec un casting hallucinant. Donc, c'est-à-dire, il y a Darieux, il y a Lino Ventura, il y a Paul Maurice, il y a Paul Tourné Francoeur. pendant la guerre, me semble-t-il. Ouais, en fait, c'est ça. C'est une réunion en fait d'anciens résistants qui essayent de confronter en fait une taupe, c'est-à-dire qui a balancé le réseau de résistance, et il y a eu le chef en fait du réseau qui est mort à cause de ça, qui essaie de le confondre à travers une réunion. C'est souvent des réunions, des réceptions d'ailleurs dans le Woodonite. Et c'est un film très français, effectivement, par rapport à ce qu'il véhicule de notre récit national, on pourrait dire, avec encore une fois un casting prestigieux et une mise en scène, là, pour le coup, qui est quand même vraiment très, très chiadée, avec un découpage très, très précis de Duvivier. Mais tout ça pour dire, en fait, que c'est effectivement un genre qui est très centré sur le verbe et sur le jeu actoral. D'où, et on va y venir, du coup, le choix de Cluedo, qui est vraiment, pour le coup, exemplaire de ça, qui est quelque part une parodie du genre. Et tiens, avant de vraiment l'attaquer le gros du sujet, ça parle de quoi en fait, Cluedo? Tu peux nous faire un petit résumé de l'intrigue? Cluedo, donc c'est une adaptation, peut-on Oui. Déjà, le matériau de départ est marrant parce qu'on adapte un jeu de société. Ça s'est pas beaucoup fait. Et bien, assez rarement en plus. Assez rarement. Récemment, il y a eu Donjons et Dragons, non? Oui, c'est vraiment un très, jeu très de rôle, mais un jeu de rôle, c'est déjà une narration. C'est pas tout à fait un jeu de société. Ça n'a pas le côté sec d'un jeu de société, quoi. C'est marrant que tu cites en plus Donjons et Dragons, puisque les réalisateurs, donc John Francis Daley et Jonathan Goldstein, avaient fait un film qui s'appelait Game Night. Et c'était autour justement des Mordor Party, et qui jouait énormément avec ce côté Woodonite. C'est une comédie, vraiment, je la recommande. C'est très intelligent, c'est très très drôle et très réflexif, encore une fois, sur le genre. Donc justement, tu parles de Mordor Party. Déjà, on peut partir du jeu de société, qui lui-même est très inspiré de l'univers littéraire de Christie, oui. De Christie et du meurtre. Et puis là, il y a un côté très très méta aussi, puisqu'il y a un contexte historique. C'est un certain Anthony Pratt qui était donc musicien au départ, et puis qui se retrouve pendant la guerre. Donc c'est le Blitz, on est sous les bombardements en Angleterre, la Seconde Guerre mondiale. Et cet Anthony Pratt, du coup, pour bosser, il fait participe de l'effort de guerre, donc il n'y a pas tellement besoin de musiciens ou de pianistes. Donc il travaille dans une usine d'armement, il fabrique des munitions. Et voilà, pour tromper son ennui, il va inventer avec sa femme ce jeu qui s'appelle à l'origine Murder, point d'exclamation, et qui est un jeu assez violent d'ailleurs par rapport au jeu qu'on connaît aujourd'hui. Aussi, il y a plus d'armes, il y a des bombes, il y a des seringues hypodermiques. C'est beaucoup plus violent, il y a plus de suspects. C'est un plus gros truc. Et est-ce que c'est important pour la suite? Et c'est inspiré de sa propre expérience, parce qu'en fait, avant la guerre, cet Anthony Pratt allait jouer dans des soirées très chics chez des aristocrates anglais, dans des manoirs, donc il va devenir le décor du Cluedo du jeu, mais aussi qu'on trouve dans plein. C'est le lieu majoritairement utilisé dans les Woodonites. Dans l'imaginaire collectif.
Et c'est cette aristocratie anglaise très bien comme il faut, cette grande bourgeoisie aussi, organisait des murder parties, enfin l'ancêtre des murder parties, qui consiste à jouer, faire semblant que quelqu'un est mort, et puis chacun a un rôle, et on leur donne une petite enveloppe avec un rôle, et puis chacun doit comme ça jouer la comédie, mais on est entre soi, pour savoir qui a tué quelqu'un. Donc voilà, donc on retrouve ce qu'on va retrouver dans le film Cluedo. Et après, il va finir par éditer ce jeu, et donc c'est Weddington, c'était pas encore Parker à l'époque. Weddington, un éditeur anglais qui va éditer le jeu. Et c'est marrant parce que l'éditeur, c'est un peu comme un producteur au cinéma. C'est pour ça le parallèle est assez marrant, c'est qu'il va dire oula, mais votre jeu, justement, c'est un peu trop dur, c'est un peu trop violent. En plus, l'appeler Murder. Donc, on va adoucir tout ça. Donc, il va en fait le rendre plus grand public, il va le rendre mainstream. L'idée de départ plus mainstream, en utilisant avec des armes un peu moins violentes, mais un peu moins létales. Un peu moins, même si elles le sont, mais enfin bon, un chandelier, c'est pas une bombe, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus correct. En changeant le nom aussi. Et en changeant de nom, en l'appelant Cluedo, qui est en fait un jeu de mots, et là aussi, on revient toujours à cette idée du jeu. Donc Clue, c'est l'indice. Et c'est un jeu de mots, une contraction entre ça et Ludo, qui est le jeu Ludo, ludique, le jeu en latin où je joue. Et pour la petite histoire, aux États-Unis, ils vont considérer que ça ne va pas fonctionner pour le public américain, et ce sera Clue. Donc le jeu s'appelle Clue ensuite aux États-Unis. Et donc l'intrigue de ce Cluedo reprend, finalement, le film reprend les personnages principaux qu'on a tous dans notre boîte de jeu, avec Madame Leblanc, le colonel Moutarde, évidemment, voilà. Le professeur Violet, et on va retrouver le long du film les différentes armes, le chandelier, la corde, et puis on a dans ce manoir qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau au plateau de jeu, même là il y a des dalles dans les couloirs qui rappellent vraiment ce sur quoi on se déplace avec son petit pion pour aller d'une pièce à l'autre. Alors on part du principe que nos chers auditeurs ont au moins joué une fois. Au moins une fois au jeu. Donc ils connaissent le principe. Et ce qui est intéressant, parce qu'il faut quand même comment créer un scénario à partir de ça, il y a quand même un personnage qui n'existe pas dans le jeu, qui est le valet. Oui. Donc joué par Tim Curry. L'immense Tim Curry. Tim Curry. The Rocker Picture Show, Legendary Ridley Scott. Alors, et c'est amusant parce que Tim Curry, dans mon parcours, c'est un acteur que j'ai découvert sans savoir à quoi il ressemblait, parce que moi, mon premier rapport à Tim Curry, c'est Legend. C'est la première fois que je vois un film avec Tim Curry. Et qui véhicule en plus dans son physique un côté très cartoon, en fait, très plastique. Oui, très plastique. Il a un visage très particulier, de toute façon. Oui, il fait peur, oui. Je vais voir Rocker Picture Show après. Oui, il a ses sourcils dessinés étrangement. Il a ce sourire très particulier. Il a un petit côté, c'est un Joker. Carnassier. Et en même temps, une voix aussi très particulière. Prestance, oui. Il y a et c'est un acteur... un peu sous-utilisé, je trouve, dans l'histoire. Et très caméléon. Il était capable de faire des choses très différentes. Après, je sais pas si c'est un acteur qui avait beaucoup de théâtre en parallèle, mais en cinéma, je trouve qu'il a une relativement petite carrière, même s'il a été très marquant. Il méritait mieux, effectivement. Ouais, je trouve qu'il a une petite. Il mérite pas la carrière qu'il a eue, sauf si c'est un choix. Donc, le prétexte, c'est qu'effectivement, on a des invités qui sont conviés. Donc on retrouve ces fameux personnages du jeu, interprétés par différents acteurs, actrices, et à Christopher, enfin tu reviendras peut-être sur le casting, à qui qu'on fait venir pour un dîner mystérieux, et va se créer toute une réflexion autour d'un monsieur noir, Mr. Black. Donc c'est le Docteur Lenoir dans le jeu en français. Mais dans le film, c'est Monsieur Moore. Et là, c'est Monsieur Moore, qui les invite, et qui apparemment... Le prétexte, il y a c'est ce qui fait l'effet tenir entre eux, c'est ils sont tous plus ou moins victimes d'un chantage, en gros. C'est-à-dire ça tourne autour de l'idée du maître chanteur, et justement va finir par être assassiné. Et va s'en suivre tout un jeu, où on retrouve un peu l'idée du jeu, justement. On va aller dans une pièce, aller observer. Est-ce qu'on se déplace seul? Est-ce qu'on se déplace à plusieurs? Les passages secrets. On retrouve les passages secrets du jeu qui permettent alors je me souviens plus d'aller de bibliothèque vers la cuisine, j'ai plus le détail exact, la configuration. Mais oui, en tout cas, la spatialisation du film, on la comprend assez bien. On la comprend assez bien, c'est très très lisible, en fait. Et voilà, il y a toute une série de twists, de rebondissements, et finalement, c'est un jeu. Effectivement, comme tu dis, c'est un film réflexif, un film qui joue avec les archétypes, c'est-à-dire qu'il va au plus loin de ce en quoi on peut aller. Finalement, c'est un peu à l'os, c'est un peu le squelette, une épure de ce qu'est un whodunit, puisque on parlait de la faible psychologie des personnages, qui sont avant tout des emplois qui représentent une fonction, un métier. Là, c'est vraiment, on est à fond. D'ailleurs, tous
tous les éléments de chantage auxquels ils sont livrés, enfin qu'ils doivent subir, ont un lien très direct avec leur, soit parce qu'ils sont riches, soit parce que ce sont des scientifiques, soit parce qu'ils ont un rapport avec l'armée, la police. Voilà, il y a toute une série de twists. Et c'est un film qui est assez étonnant parce qu'il n'est pas un film franchement parodique. C'est un film qui accepte comment dire Oui, c'est pas un film où tu rigoles vraiment de bon cœur, tu souris. Voilà. Il y a une sorte, de Il y a une connivence malice. avec le spectateur Voilà. qui fait que tu jubiles, mais c'est pas un côté. Oui, c'est pas on va complètement dynamiter le genre comme peut faire Murder by Death, un autre film qu'on évoquera tout à l'heure. Donc c'est un film comme ça qui est un peu sur le fil. C'est peut-être aussi ses limites, c'est-à-dire qu'il sait pas toujours choisir son camp. On est censé, mais ça compte vraiment sur l'idée. En fait, c'est toujours intéressant ces films qui comptent sur le passé du spectateur. C'est-à-dire que ça compte sur tout ce qu'on a pu accumuler comme spectateur. C'est-à-dire qu'on dit, si vous allez voir ce film au cinéma, c'est que vous connaissez ce genre. Vous savez que ce jeu est lui-même une sorte de synthèse un peu mécanique d'un genre cinématographique littéraire que vous connaissez, avec des archétypes, avec des situations, avec des rebondissements, avec des surprises. Et on va s'amuser à en montrer une sorte d'archétype parfait, une sorte d'épure. Donc je trouve que c'est vraiment l'idée de l'exercice de style. En fait, tout simplement, c'est une idée qu'on n'a pas encore évoquée. On est dans un exercice de style avec ce qu'il faut aussi un peu de sourire autour du genre, mais sans être franchement une parodie ou... Voilà, on est plus dans un hommage, on va dire, un hommage un peu synthétique. Et bien justement, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le scénario est quand même écrit, entre autres, par John Landis, qui est effectivement un immense cinéphile et qui est une sorte de cinéaste, un peu comme Jordan, par exemple, pré-Tarantino, qui joue très très bien dans tous ses films des codes en fait inhérents à chaque genre. Donc voilà, John Landis, qui à la même année quand même faisait Série Noire pour Nuit Blanche, c'est un peu son After Hours à lui, on pourrait dire. Et effectivement... coécrit avec Jonathan Lynn, donc qui vient aussi de la comédie, donc le film effectivement est teinté, on va dire, de ce côté-là, avec une équipe, on va dire, technique d'artisans, c'est-à-dire c'est quand même de la belle ouvrage, le film est bien réalisé, à la musique, il y a John Morris, collaborateur par exemple régulier de Mel Brooks, c'est-à-dire qu'il a fait la musique des producteurs, Le Shérif est en prison, Frankenstein Jr. et Le Grand Frisson, qui est d'ailleurs une magnifique parodie de Hitchcock, qui est vraiment très très drôle. Il a aussi fait la BO de Dirty Dancing, par exemple. Aux costumes, qui sont vraiment super, vraiment, on est vraiment dans l'élégance, on va dire, des années 50. Avec tout ce qu'il faut de stylisation pour qu'on le rende très identifiable. Voilà, très identifiable, mais en étant quand même crédible. Tout à fait, avec donc les costumes de Michael Kaplan, donc qui a quand même fait Blade Runner, Seven, Au revoir à jamais, Miami Vice, donc qui est quand même vachement œuvré dans le polar. La photographie, c'est Victor Kemper, qui a quand même fait énormément de photos de très grands films dans les années 70, notamment Husband de Cassavetes, Un après-midi de chien de Sidney Lumet, La Castagne de George Roy Hill, Le dernier Nabab de Elia Kazan. Au montage, il y a quand même le monteur de John Frankenheimer, par exemple, de Bob Fosse, tu vois, de Samuel Fuller, donc ça fait beaucoup. Et à la production, nous avons Debra Hill, qui a été à l'époque la compagne de John Carpenter, qui a été sa collaboratrice, qui a été sa productrice, et qui a produit aussi de très grands films, comme on peut citer Dead Zone de Cronenberg, on peut citer The Fisher King de Terry Gilliam, et avec en plus une association avec la Gruber Peters Company, avec John Peters d'un côté et Peter Gruber, donc pareil, qu'on produit John Landis avec Le Loup-garou de Londres, Spielberg La couleur pourpre, ils ont produit Les sorcières d'Eastwick de George Miller, Tango et Cash de Andrei Konchalovsky. Donc voilà, ça montre quand même que Batman, évidemment, j'oublie Batman, mais bien sûr, qui est un vrai cas d'école en plus. Ouais. Donc ça vous montre quand même que c'est un film de prime abord qui ne paye pas de mine au niveau, on va dire, de son cachet, mais quand même derrière, il y a des gros artisans, il y a un vrai savoir-faire, et c'est ce qui participe aussi quand même au succès du film, en tout cas, doublé, on l'a pas encore dit, d'un casting vraiment assez exceptionnel. Tim Curry, donc, Madeleine Kahn, qui est quand même Madame Blanche dans le film, qui a tué son mari, elle l'a même castré. Il y a pas mal de blagues autour de ça dans le film, qui a tourné avec Bogdanovich, par exemple. Martin Mull, donc le colonel Moutarde, qu'on a vu dans beaucoup de comédies familiales, donc qui est très connu du public aussi à l'époque, très identifiable. Christopher Lloyd, voilà, donc des rôles, des compositions iconiques à l'époque surtout. Retour vers le futur, évidemment, le juge Doom dans Roger Rabbit, l'oncle fétide dans La famille Adams plus tard. On a Michael McKean,
qui est aujourd'hui très connu quand même, donc qui joue l'homosexuel lui un peu dans le dans le film, qui est très connu aujourd'hui par exemple dans Better Call Saul. C'est le frère quand même de Saul Goodman. Donc voilà, c'est un film qui est bien foutu. C'est de la belle ouvrage, et en plus, il y a un truc qu'on n'a pas dit et qui est extrêmement malin, et ça on peut le dévoiler sans trop spoiler. Oui, oui. Il y a 3 fins. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une idée admirable, couplée avec l'idée aussi d'avoir créé d'autres personnages par rapport au jeu. Donc, par exemple, Wadsworth, le majordome, qui est en fait le spectateur, c'est en fait le joueur qui essaye, c'est lui l'enquêteur principal du film. Et donc, à la fin, il y a 3 fins. À l'époque, au cinéma, ils ont un peu grillé le truc en termes de promotion, ce qui est un peu ridicule, je trouve, en prévenant les spectateurs en avance. Donc, c'est-à-dire que les cinémas proposaient chacun l'une des fins possibles. Ils en ont tourné une 4e apparemment, où c'est Tim Curry qui aurait en fait tué tout le monde, parce qu'il y a 6 meurtres. Oui. Voilà, dans le jeu, il n'y a qu'un meurtre, mais là, dans le film, il y en a 6. Donc, c'est-à-dire que des personnages aussi qu'ils ont inventés exprès pour multiplier les rebondissements. Et à partir de là, donc, tu as une fin qu'on ne va pas dévoiler, une autre fin qui dit voilà ce qui aurait pu se passer, et enfin une dernière fin qui dit voilà ce qui s'est vraiment passé. Et après, dans l'exploitation du film en VHS, en DVD ou maintenant sur les plateformes, c'est un film qui est très facilement trouvable. Moi, je l'ai vu par exemple sur la plateforme Paramount+. Vous avez en fait les 3 fins à la suite. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est ce qui fait que le film n'a jamais été aussi intéressant. Il vaut mieux le voir maintenant, finalement, avec ce nouveau montage. Et c'est très à la mode en plus sur les plateformes. Maintenant, tu as les films un peu à la clé, à la carte, où chacun finalement navigue comme il veut dans la narration. Je sais que ça avait été la mode. Ça se fait toujours, ça? Un petit peu. Netflix fait un peu ça. Ils ont essayé de lancer ça à une époque, il semblait que c'était un peu tombé à l'eau, mais je veux bien croire que ça se fasse. Et c'est vrai que ça fait la particularité du film. Tu te dis, ce n'est pas une adaptation du jeu, mais en fait, c'est le jeu lui-même. C'est le jeu. Tu joues au jeu, en fait, mais avec un film. Et donc, ça dit bien que ce genre est un jeu. C'est-à-dire que c'est ça qui est, voilà, c'est ça où c'est assez extraordinaire, c'est qu'il dit mais tout cela arrêtez de vous dire qu'il y a un enjeu plus profond, plus philosophique, ou une réflexion sur les gens, sur les situations, sur la politique. Oui, bien sûr que ces personnages sont accrochés. Il y a une vague intrigue politique derrière, sur la guerre froide, parce que ça se passe dans les années 50. Mais non, mais de toute façon, peu importe. Tout cela est interchangeable. Les victimes sont interchangeables, les suspects sont interchangeables. Et accepter quand vous rentrez, si on peut dire que c'est peut-être un petit manifeste, peut-être sur le genre, on peut le lire comme ça. Accepter. C'est la mécanique qui compte. Accepter que ce n'est que la mécanique et qu'on est dans un jeu intellectuel tout à fait gratuit, et c'est son intérêt, c'est son plaisir, c'est d'être un acte gratuit. Et le plaisir gratuit, d'abord c'est difficile, parce que ça peut être confortable aussi de s'appuyer sur un propos, un message qu'on veut délivrer. Non, là on est sur un pur jeu de l'esprit, et aussi là aussi c'est là où le film l'assume aussi complètement sur effectivement un plaisir qui n'est pas tellement de l'ordre de ce que peut apporter le cinéma. Là encore une fois, on est sur, particulièrement vrai de ce film, c'est un film extrêmement théâtral, tout est filmé pratiquement en plan fixe. Alors on peut jouer un peu sur le hors-champ, il y a toujours un peu le cinéma, mais finalement tout nous est donné à voir, hein. On pourrait être sur une scène, on pourrait être on pourrait tout avoir et à nous, aux personnages, par la manière dont ils se justifient, dont ils mentent, ou plus ou moins, de nous balader. Et même de le revoir, c'est-à-dire qu'au niveau du montage, de bien vérifier si tel personnage était là bien présent dans telle pièce, à tel moment de l'intrigue. Oui, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur. À la limite, on peut même presque s'amuser à savoir est-ce qu'ils ont bien tout réussi. Est-ce que ça coïncide bien? Est-ce que ça coïncide bien? Moi, je l'ai vu 2 fois, un Cluedo, pour le bonheur de l'émission, et c'est vrai que ça coïncide plutôt pas mal quand même. Donc, c'est vraiment... finalement, tout l'enjeu, c'est d'être cohérent dans son petit monde, quoi, dans sa petite bulle ludique. C'est aussi le principe d'une comédie, hein. Quand tu prends, je sais pas, exemple, Le Dîner de Cons de Francis Weber, qui est aussi un huis clos, c'est la mécanique, c'est que comment chaque gag emmène le gag d'après, et là c'est un peu la même idée, avec des meurtres doublés évidemment. Le vaudeville au théâtre, tout ça, on dit bon, c'est un peu un cliché, on dit Fédo, c'est de la mécanique, mais c'est vrai. Et on retrouve cette dimension dans ce Whodunit, en tout cas dans son expression la plus pure finalement.
Et le film va très vite, c'est-à-dire que les personnages sont toujours en mouvement, notamment via, encore une fois, le personnage du majordome joué par Tim Curry. Dans toute la fin, et c'est un numéro d'acteur qui nous fait, puisqu'il refait tout le film en version accélérée, comme dans un cartoon, en allant d'une pièce à une autre. Mais sans accélération de montage, c'est-à-dire que c'est vraiment les personnages qui courent comme des dératés d'une pièce à l'autre. Le fameux monologue qu'on évoquait tout à l'heure, mais sûr. Là, voilà, en mode accélération, tu vois, d'un magnétoscope, quoi. Il est hallucinant dans son jeu, Tim Curry. Il y a un côté presque Looney Tunes, un côté très dessin animé. Et ça, je pense que c'est vraiment l'apport, ça, de John Landis. Oui, je pense aussi. D'autant plus dans ce côté satirique, c'est-à-dire que tous les personnages, les suspects, sont considérés comme anti-américains, parce que l'action se passe en 54, donc on est vraiment dans un climat de guerre froide, etc. Même dans le maître chanteur qui est considéré comme purement américain, puisqu'il est capitaliste et ce qu'il veut, en fait, c'est soutirer de l'argent. Et donc, tu as effectivement... la parano généralisée en fait de l'autre, tu as une forme de bourgeoisie perverse, tu as aussi une sorte de prosélytisme un petit peu via chaque personnage qui essaie de convaincre l'autre en fait de sa pensée politique. Et ça, je pense que c'est vraiment John Landis qui a emmené ça, et c'est lui qui a emmené justement ce côté fin multiple. Et il l'aurait travaillé apparemment, ça il faudrait vérifier. Il dit qu'il aurait travaillé ça avec plusieurs auteurs, avec le dramaturge Tom Stoppard, par exemple, le compositeur que tu apprécies tout particulièrement et scénariste Stephen Sondheim. Oui. Donc West Side Story. West Side Story, et puis toutes sortes de grands chefs-d'œuvre de la comédie musicale. Ouais. Et Anthony Perkins. Ah oui. Mais le problème avec John Landis, c'est que il y a un côté un peu roublard chez lui, on ne sait jamais si c'est la vérité ou pas. Mais en tout cas, les deux derniers noms cités, en tout cas, ont collaboré sur un film que je traiterai tout à l'heure. Donc c'est peut-être pas totalement impossible. Et le film, en tout cas, il faut le dire, a connu un bid assez retentissant à l'époque. Et c'est au fil du temps, effectivement, que le film a atteint un statut culte. Quand tu évoques le film, les gens l'apprécient énormément. Ceux qui le connaissent en tout cas, et tout le monde parle de la fin à chaque fois, oui, bien sûr. que tu ne vois pas venir, parce qu'il faut dire aussi, les trois fonctionnent, c'est-à-dire t'es vraiment malmené. C'est pour ça que c'est quand même très très bien écrit. C'est très bien écrit. Parce que tout fonctionne. Voilà. Pour arriver à 3 ou 4 fois impossible, avec quand même une intrigue très très complexe, avec des fils qui se touchent. Énormément de personnages, en plus des sous-intrigues, c'est brillamment composé quand même. Et c'est vrai que c'est un film qui, dans l'aura perdure, c'est-à-dire que assez régulièrement il y a des projets de remake des nouvelles qui tombent, c'est-à-dire à un moment donné il y avait Ryan Reynolds qui est d'ailleurs très dans ce côté réflexif, parodique, des gens qui l'abordent, dernièrement avec Free Guy par exemple, qui était à un moment donné sur le film. Il y a encore là un remake qui est en gestation depuis quelques années, et donc c'est un film qui capitalise finalement sur ce qu'il véhicule et qui a su finalement perdurer dans le temps. Oui, ça fait partie de ces films qui ont bénéficié de la vie des vidéoclubs d'abord. Moi, c'est vraiment les films de vidéoclubs. C'est comme ça que je l'ai connu. Moi. Voilà. Et puis les vidéoclubs n'existent plus, mais maintenant, il y a l'équivalent qui sont les plateformes. Et puis, le fait, mine de rien, que ce soit rattaché à ce jeu de société, ça lui donne une espèce d'actualité constante, parce que y a toujours un moment où on va avoir trouvé l'info, tiens, on a fait un film avec Cluedo, et d'ailleurs cette année, ça tombe très bien, je viens de remarquer que c'est les 75 ans du jeu, donc en plus on fête l'anniversaire du jeu de société, et donc il y a toujours un moment où ce film comme ça ressurgit, comme une sorte de curiosité. Et effectivement, parce que moi, effectivement, c'est un film, j'en avais entendu parler, je sentais le nanar. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle la fausse bonne idée au départ. On se dit, comment ils ont, surtout des films adaptés de jeux ou de jeux de vidéo. D'idées de producteurs comme ça. Et effectivement, ce qui est le cas ici aussi, il faut le dire. Tout à fait. Mais les producteurs peuvent avoir de très bonnes idées. Mais l'idée entre deux sur un coin de table, tiens, si on sait ça. Et en fait, au final, le film a quand même effectivement, sans être un chef-d'œuvre, énormément de qualité et fonctionne très bien. Et on passe vraiment un moment vraiment délicieux, surtout quand on apprécie ce genre, évidemment. Et on peut aussi déclamer comme ça quelques anecdotes. Par exemple, Carrie Fisher, à un moment donné, devait jouer le personnage de Mademoiselle Rose. À l'époque, un petit peu compliqué pour elle, elle était en pleine cure de désintoxication. C'est connu, c'est une notoriété publique que Carrie Fisher a quelques problèmes avec la boisson et la drogue. Le personnage donc, du majordome de Wadsworth
fut d'abord donné à l'acteur Leonard Rossiter, qui est mort en fait juste avant le tournage. Et ils ont pensé aussi à Rowan Atkinson pour le jouer, Ah oui. mais malheureusement considéré comme pas assez connu à l'époque pour l'incarner. Le manoir a une vraie importance dans le film. Il y a un côté très inquiétant, Très gothique. Hein. très gothique, C'est effectivement. aussi une maison hantée. Hein. De toute façon, c'est une variante sur la maison hantée. Hein. Exactement, avec un côté fantomatique, des présences comme ça, spectrales, qui jouent énormément sur les codes aussi horrifiques. Faut le dire. Oui, bah, il y a toujours des orages d'ailleurs. En principe, il fait toujours un temps de chien. Ouais, c'est clair. Puis ça a une manière d'obliger les gens à rester. De rester aussi. dedans, oui. Ouais. Et qui est aussi très très bien composé avec des matte paintings qui sont très très beaux. Ça reste très bien fait aujourd'hui encore au niveau des effets spéciaux, quoi. T'y crois vraiment. Et pour l'anecdote, en fait, ils ont conservé le décor en fait du manoir pour après la série Dynasty. Oui, qui a été conservé dans les studios Paramount où la série a été tournée à l'intérieur. Honnêtement, on l'évoquait entre nous, c'est un film, contrairement à tous ceux qu'on a pu traiter dans l'émission, où on ne peut pas rentrer non plus des masses dans l'analyse filmique. Donc ça nous permet aussi, je pense, on peut rentrer là-dedans, d'évoquer peut-être d'autres whodunit un petit peu dans la même logique, on pourrait dire. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est The Last of Sheila, par exemple, Les Invitations Dangereuses, donc titre... c'est naze. Pas très heureux le titre français. En français, donc écrit par Sondheim et Anthony Perkins pour le coup, réalisé par Herbert Ross en 1973 et qui a servi de base justement pour Glass Onion, le deuxième à couteau tiré de Rian Johnson, qui est un whodunit assez classique, on pourrait dire, c'est-à-dire que nous avons un meurtre initial, c'est-à-dire une jeune femme dans une soirée, une partie hollywoodienne se fait renverser, une actrice. Et un an plus tard, son mari décide de réunir en fait tout un beau monde, on va dire, hollywoodien. Donc il y a deux scénaristes, un couple de scénaristes, on a un metteur en scène de publicité, on a une agent, on a une actrice un peu sexy, un peu à la mode, de les réunir sur un bateau, de faire une croisière et de jouer un petit jeu, encore une fois, une sorte de Mordor Party, où chacun a une carte avec un secret. Les concernant, donc je suis un ancien alcoolique, je suis un homosexuel, je suis un voleur à l'étalage, et le but du jeu est chaque soir de trouver qui a la carte correspondante. Et à partir de là, il va y avoir un meurtre qui va être commis, et là, le passé refoulé va ressurgir. Et c'est un film, moi, que j'ai beaucoup aimé personnellement, qui est très classique dans sa forme, mais qui est extrêmement bien joué par un casting vraiment magnifique. Il y a James Coburn qui joue l'anti-héros, on pourrait dire, qui organise un petit peu cette croisière très sadique finalement. C'est un jeu de massacre, hein. Finalement tout le monde va en prendre plein la gueule. James Mason qui est vraiment pareil, un acteur qui véhicule aussi cette aura aristocratique à l'anglaise. Raquel Welch, magnifique. Ian McShane, et c'est vraiment une petite surprise qui est pas très connue. Edgar Wright le défend beaucoup. D'accord. Et Edgar Wright d'ailleurs, pareil, Hot Fuzz, c'est un whodunit pur jus, hein. C'est un film d'action à la Michael Bay, tout ce qu'on veut, mais le fond c'est quand même un pur whodunit avec une société aussi secrète. Donc c'est un film que j'ai découvert pour les besoins de l'émission et que je voulais un petit peu évoquer. On a vu tous les deux aussi, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, Mordor by Death, donc un cadavre au dessert. Ah oui, je me souvenais plus du titre français, un cadavre au dessert. De Robert Moore, donc là on est en 76. Donc ça, tu l'as vu aussi avec moi. Oui, alors là, on est dans la parodie. Alors là, justement, c'est très proche de Clou. Hein. Enfin, il y a un côté très... C'est pré-Clou. Ouais. C'est pré-Clou. Hein. On retrouve l'idée du manoir, de jouer avec tous les codes, les archétypes des personnages. Mais là, on est dans une franche parodie. Quoi. Alors là, on est dans le côté vraiment l'humour anglais. Alors, avec l'humour anglais, d'ailleurs, on parle, qui en fait prend plusieurs formes, qui peut avoir un côté très subtil, très affleuré, moucheté, très la self-depreciation, c'est-à-dire les gens qui se moquent d'eux-mêmes. Donc, qu'on trouve d'ailleurs dans Agatha Christie, parce qu'on oubliait de le dire, mais dans tout whodunit qui se respecte, il y a de toute façon toujours un peu d'humour. Il y a toujours des personnages, soit un peu excentriques, soit qui ont
qui analyse la situation de façon très froide et très distanciée, qui donne toujours avec un décalage entre l'horreur de ce Un qui se ton passe. très caustique. Voilà, il y a ça existe toujours, mais donc là c'est poussé trop loin. Puis il y a aussi l'humour anglais, c'est aussi béni, hein, c'est aussi le côté très farcesque, très clownesque. Et là on a un peu un mixte des deux avec des personnages. On a Peter Sellers qui interprète quelque chose qu'on n'oserait sans doute plus faire aujourd'hui. D'ailleurs, dans les critiques du film que je suis allé voir, Il joue un asiatique. Hein, les gens critiquent ça, hein, vraiment, en mode c'est raciste. Et puis alors ce qui est très drôle, c'est que mais en fait il interprète un archétype qui est alors je sais plus, qui est une série de romans d'un. En fait, c'est le principe, c'est que chaque personnage incarne un archétype d'enquêteur connu de la littérature. En fait, l'hôte qui invite donc à sa réception, c'est Truman Capote. Voilà, ah oui, complètement, dans son propre rôle d'une certaine façon. Et en gros, il dit je vais mourir pendant la soirée. Ouais. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est un concours de qui sera le meilleur détective. Donc effectivement, donc tu as le casting, donc tu as Peter Sellers, tu as Peter Falk, tu as Maggie Smith, etc. Et en fait, chacun est un grand détective de la littérature ou du cinéma. Donc tu as une sorte de parodie d'Hercule Poirot, tu as un personnage en mode Miss Marple. T'as un personnage, c'est le personnage de Peter Falk qui est entre Columbo justement, l'enquêteur américain, et Sam Spade, un peu à la Humphrey Bogart. Exactement. Voilà. Donc t'as Peter Sellers qui fait Charlie Chan, qui était un personnage. Voilà, Charlie Chan. Très très connu. Il y a beaucoup de films d'ailleurs. Oui, et de romans et de bouquins. Ouais. Ou bien le couple Charles. Donc ça c'est David Niven aussi qu'on n'a pas cité, qui joue, et c'est un film qui est très très drôle, très zaz dans l'esprit. Oui. Le générique est très beau aussi, donc c'est signé quand même Charles Adams. Oui, donc l'auteur de La Famille Adams, on trouve sa patte, les personnages sont croqués comme ça, comme un petit théâtre. Hein, très cruel. On retrouve toujours l'idée de personnages un peu marionnettes, prétextes. C'est cruel, c'est très drôle. Alors il y a une part d'humour absurde. Alors, et la fin en termes d'absurdité, c'est génial parce que tu disais tout à l'heure que c'est un MacGuffin en fait. On s'en fout de savoir. Finalement, on s'en fout de savoir qui a tué. Et la fin, mais ça part littéralement. On va pas vous la dire, mais c'est complètement dingue. Vous pouvez même pas imaginer ce qu'ils peuvent faire à partir de ce canevas-là. Quoi. Oui, donc là, c'est vraiment là, on part vraiment, comme on me le disait en début d'émission, d'un genre qui porte lui-même. Son autodérision, d'une certaine façon. Sa propre critique, c'est vrai. C'est un genre qui porte lui-même sa propre critique et que ça ne te dérange pas, et qui s'en amuse lui-même. Mais là, évidemment, donc, quand on décide d'aller à fond, en poussant tous les curseurs de l'absurdité, de l'artificialité, tout simplement, du genre, hein, c'est un peu ce qu'on a un peu dit tout le long de l'émission. Alors là, effectivement, on peut se lâcher. Les faux semblants. Transformer des gens, transformer des pièces, inverser les personnages. Enfin, tout est. Voilà, on est quelque chose de vraiment d'un grand cirque, quoi, quelque chose de très clownesque. Et en même temps, on retrouve quand même ces petits, quoi. On retrouve ces petits avec le manoir, les personnages. Tu as tous les tropes qui sont là. Mais voilà, vraiment dans un mode complètement délirant. Le côté zaz, c'est aussi ce qui fait que c'est à la fois très drôle et puis que tout ne fonctionne pas toujours parce qu'il y a un gag tout pareil tout le temps, pratiquement tout le temps. Alors il y en a qui tombent à plat, puis ou qu'on n'a pas très bien vieilli ou qui nous parlent moins, puis d'autres qui sont encore vraiment très 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 efficace, quoi. Toute l'homosexualité latente, par exemple, de Peter Falk, c'est très très drôle. Oui, c'est très drôle. Et du coup, c'est assez finement, bien emmené. C'est assez finement joué. Donc, voilà, c'est pas caricatural et en même temps, c'est assez marrant. Puis ça montre aussi l'hypocrisie. Hein. De toute façon, dès qu'on joue sur les faux semblants, les petits secrets, il y a des époques où les petits secrets n'en sont plus aujourd'hui, et inversement. Donc, ça raconte une époque, hein, de toute façon. Et Robert Moore, c'est un peu spécialisé là-dedans, puisqu'il a fait un film après qui s'appelle The Ship Detective, encore avec Peter Falk, qui là est une parodie, entre guillemets, de la littérature plus hard-boiled qu'on évoquait un petit peu au début d'émission. Ensuite, il y a d'autres films qui sont intéressants et qui jouent justement sur la notion de qui l'a fait, c'est-à-dire qui jouent sur les codes du genre mais avec une idée un petit peu différente, notamment par exemple un film que j'ai découvert pour l'émission, je l'ai vu passer mais vraiment par hasard sur Twitter, notamment son générique de fin, qui est un film quand même de John Huston, qui est très bien mis en scène pour le coup, qui s'appelle Le Dernier de la Liste en français, donc The List of Adrian Messenger, réalisé en 1963, et qui tend un petit peu quand même au début de son intrigue vers le film d'espionnage. Et là, le concept, c'est pas tant de savoir qui a fait le coup, mais de savoir qui fait quoi. C'est-à-dire que le casting est impressionnant. On a George C. Scott qui mène l'enquête, il y a Robert Mitchum, il y a Burt Lancaster, Frank Sinatra, Tony Curtis et Kirk Douglas. Les deux avaient joué ensemble dans Les Vikings précédemment et Spartacus, donc je pense qu'il a fait ça vraiment par amitié pour Kirk Douglas. Et Kirk Douglas, en plus, lui, a même plusieurs identités dans le film. L'idée, c'est que chaque grand acteur, en fait, est maquillé, est grimé, et en fait, on ne les reconnaît pas. Et à la fin du film, tu as le dénouement de l'intrigue
qui, il faut le dire, en termes scénaristiques, ne tient pas trop la route. Hein. C'est un film qui repose aussi beaucoup sur la suspension d'incrédulité, hein, mine de rien. Ouais. Il faut vraiment s'accrocher. Hein. Mais voilà, il y a une sorte de plaisir en tant que spectateur de se dire, mais ce personnage-là, qui c'est qui le joue? On ne reconnaît pas les acteurs. Les maquillages sont hallucinants, Le vraiment. film date de quand 63. Ah oui. Donc de Bud Westmore, quand même, les maquillages. Vraiment, on est un peu dans le côté Mission Impossible, le côté masque de Mission Impossible avec Tom Cruise. Il y a une très belle musique de Jerry Goldsmith qui annonce aussi Basic Instinct dans cette tonalité. Et il y a des très belles séquences très bien mises en scène, notamment 2 parties de chasse. Parce qu'on est encore dans ce milieu-là, hein, évidemment anglais, aristocratique, les parties de chasse, voilà. Donc c'est assez jubilatoire en fait. Et la fin du film donc se conclut, c'est marqué The End, et il y a un narrateur qui fait non, ça c'est la fin de l'histoire. Maintenant on va voir qui jouait quoi. Est-ce que vous avez reconnu en fait Burt Lancaster? Est-ce que vous avez reconnu Tony Curtis? Et c'est vrai que ça va loin dans la mise en abîme là. C'est très très dur. C'est vraiment un film qui est très plaisant pour ça, donc c'est une vraie curiosité. Vraiment à voir, vraiment à découvrir. Et enfin, j'aimerais citer pour l'émission, j'ai revu donc Death Trap, Piège mortel réalisé par Sidney Lumet. Donc là, on est en 82, adapté de la pièce de théâtre aussi assez fameuse de Ira Levin, avec Michael Caine et Christopher Reeve, qui est assez proche. On pourrait presque croire que c'est un remake, en fait. On aurait pu le citer aussi, du Limier de Mankiewicz, avec Laurence Olivier et Michael Caine une fois de plus, qui lui alors repose encore plus sur la question du rebondissement, sur est-ce que tu crois ou pas à l'intrigue, qui est un vrai exercice de style, qui est un vrai huis clos, mais en même temps, voilà, Sidney Lumet, c'est l'un des rois du huis clos, hein, 12 hommes en colère est là pour en témoigner. Un autre film qu'on évoquera juste après, je pense, que tu as envie de défendre une fois de plus. Donc le découpage est absolument magnifique, les mouvements de caméra toujours signifiants. Et effectivement, c'est un film qui est très ludique dans l'idée, cette fois-ci, de savoir qui va se faire tuer, quand, ni comment. Et là, pour le coup, tu es vraiment plongé dedans. C'est un film que tu vois pas passer, pareil. C'est quand même des films qui sont assez longs, hein, la plupart. Hein, oui, parce que c'est des mises en place assez complexes. Et c'est pas facile, parce que c'est un genre, il faut quand même tenir l'attention du spectateur. Effectivement, sans effet, pour reprendre le terme de Jean Douchet. Faut pas griller ses cartouches tout de suite. Le cinéma est un art de l'effet, et là tu peux pas le faire. En tout cas, déjà ça passe très peu par la mise en scène. Donc en plus, il faut vraiment tenir par le jeu des dialogues, par les situations. Donc le rythme interne du film n'est pas évident à trouver, avec finalement des éléments qui sont encore une fois, très littéraires à l'origine, quoi, hein, que ce soit les personnages, les dialogues. Donc c'est souvent une construction, puis c'est un côté à combustion lente. C'est-à-dire que souvent ça s'accélère vers la fin. Tu capitalises en fait sur les effets et les présentations du début. Et là justement, c'est le pitch est très très simple, c'est-à-dire que Michael Caine était un auteur autrefois à succès de pièces policières. Ça ne marche plus pour lui, il a enchaîné les bides, les critiques sont mauvaises, etc. Et il tombe sur un manuscrit que lui envoyait l'un de ses anciens élèves, donc joué par Christopher Reeve, et il dit mais c'est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre, donc je vais lui voler sa pièce, je vais signer en fait de ma main et je vais le tuer, et il dit ça à sa femme. Ça rappelle La Corde aussi un peu. Un petit peu. Bah, il joue beaucoup là-dessus, hein. Il y a plein de références aussi, et à partir de là c'est un petit jeu de massacre, avec un rebondissement, je dirais, assez marqué toutes les demi-heures à peu près. C'est très très bien construit, c'est très bien joué quand même. Michael Caine, Christopher Reeve, ça se pose là. Très peu de personnages. Pareil, unité de lieu, de temps, d'action. Donc c'est vraiment un film à découvrir, à redécouvrir. Ça, c'est tout le talent de Sidney Lumet, et qui se posait beaucoup de questions, qui adorait la pièce, qui s'est fait avoir comme tout le monde devant la pièce, et qui s'est dit, en tant qu'homme de théâtre aussi, bien de là, hein, et de la télévision, comment retranscrire ça en fait, comment balader le spectateur. Ça peut marcher au théâtre, parce que le théâtre, voilà, c'est un effet aquarium qui fait que le spectateur observe, mais là, au cinéma, c'est un effet loupe, c'est-à-dire on voit vraiment les détails, etc. Donc c'est beaucoup plus dur à articuler et à faire croire, et c'est vrai que là, on voit toute la maestria de Sidney Lumet, qui est l'un des maîtres du genre. Et donc, forcément, pour moi, on l'a déjà évoqué, mais ça reste un film. Il y a des films qui ont une forme de. C'est pas forcément des chefs-d'œuvre ou des. Alors, en l'occurrence, pour moi, c'en est un. Mais il y a des films qui ont une forme de perfection. C'est-à-dire que pour moi, les films parfaits, c'est les films qu'on peut voir et revoir, qui ont une sorte de rythme,
où tous les éléments s'emboîtent avec une telle évidence, notamment dans le récit, que voilà, on peut les enchaîner, les voir une fois, 2 fois, 3 fois. Et pour moi, c'est effectivement, pour rester sur le maître, le crime de l'Orient Express qu'on a évoqué. Alors, c'est peut-être le whodunit le plus connu finalement de l'histoire du cinéma, parce que très très multidiffusé, très très célébré, mais qui sait, peut-être que certains l'ont pas vu, parce que pour l'évoquer, je reviendrai toujours sur ce problème aussi de la cinéphilie française, qui est encore une fois un peu rétive aux gens, hein. Et si tu vas sur Internet, alors peut-être que ça a un peu changé, mais très longtemps, vous n'aviez pas une seule bonne critique de ce film, c'est-à-dire que c'était un défilé de stars. Ah oui, bah, c'est pour donner voilà, c'est pour que chacun fasse son petit numéro, et c'est très classique, et c'est très académique. Voilà, c'est-à-dire parce que c'est voilà, mais toujours cette espèce de réticence par rapport au milieu dans lequel ça se passe toujours. Je pense qu'il y a un fond de réticence par rapport au genre, aussi pour des raisons un peu idéologiques, je le pense assez profondément en France, et qui fait on peut voir des critiques où dire bah, j'ai pas très envie d'aller voir ça. Ça dure longtemps, hein, parce que c'est une intrigue aussi très complexe. Et puis voilà, est-ce que c'est pas un film un peu plan-plan, quoi? Est-ce que c'est voilà le côté aussi, mais c'est aussi parce quand on n'a jamais vu de grands films comme ça, on peut se dire oui, c'est arabesque, ou c'est des films du samedi. C'est un peu le film qu'on regarde quand on est malade et qu'on boit une tisane. Je vais pas m'éclater en voyant un film comme ça. Or là, on a vraiment une maestria. On a le huis clos, et quel huis clos, parce que ça se passe dans un train. Un huis clos qui avance. C'est un huis clos mouvant. Enfin, il a un moment, il n'avance plus, mais justement. Et qu'est-ce qui est plus cinématographique qu'un train? Oui, on commence exactement. par un train au cinéma, y compris un train qui finit par être à l'arrêt parce qu'il se retrouve bloqué dans les neiges, mais c'est ce qui permet l'intrigue aussi. Mais tout est filmé avec vraiment une grande maestria. Alors là, il y a vraiment un travail sur le cadre, le champ, le travail de montage. Qui est un peu une composante très essentielle dans les whodunits, parce que justement ce que le cinéma permet, c'est quand même là où on peut dire que c'était pas un genre très cinématographique. Quand même, sur le montage, on peut s'amuser beaucoup en voyant les scènes de différents angles. Il y a tout un travail. Les flashbacks sur la chronologie. Voilà, on peut jouer avec le flashback, faire des faux flashbacks. Il y a tout un voilà, on peut beaucoup jouer avec ça. Et là, il le fait formidablement. C'est extrêmement bien écrit, c'est superbement joué. Bon, Albert Finney. Alors, je ne vais pas citer tous les acteurs. Il y a toutes les stars de l'époque, y compris des acteurs un peu oubliés aujourd'hui comme Michael York. Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel, qui joue le personnage français du film, qui joue le majordome, on va dire, du train. Richard Widmark. Un de ses derniers grands rôles. Parce que il est super. Il est extraordinaire, qui joue le grand méchant. Et c'est lui, ça on peut le dire, c'est lui la victime. Oui. Le reste, on ne peut pas, puisque tout le monde ne connaît pas l'histoire des... voilà, sur l'évolution de l'enquête. Et qui franchement tient encore, enfin le twist final est hallucinant. Oui, qui est un des plus incroyables. Oui. Enfin, c'est pour ça qu'on dit que c'est un des chefs-d'œuvre de Agatha Christie, c'est un des plus fous, on n'a jamais fait aussi dingue, je pense, enfin dans l'audace de cette résolution. Et puis c'est vrai que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quand même peut-être l'un des plus profonds et des plus sombres, c'est-à-dire que c'est voilà, et ça je pense que c'est ce qui a intéressé Lumet. Je pense pas que Lumet aurait adapté n'importe quel Christie. Je pense que cette dimension morale, religieuse, hein, parce que vraie réflexion sur la culpabilité, qui est l'un de ses thèmes favoris. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que d'un seul coup, ça me vient, je pense beaucoup au dernier Eastwood, d'un seul coup. Jury numéro 2, où se pose la question de ce qui est juste, de ce qui est moral, les gens bien, les gens pas bien, qui commettent tel ou tel... Mais c'est intéressant aussi qu'au ciné Lumet, dans l'inconscient collectif, c'est l'un des cinéastes new-yorkais par excellence, donc américain, et sur un genre qui est vraiment particulièrement anglais. Ouais. C'est vrai qu'il détonne en fait ce film. Oui, mais d'ailleurs ça a surpris. Donc pareil, toujours pareil, une certaine critique adore quand les gens restent bien dans leur couloir de nage, hein, ça c'est un grand classique, et beaucoup de gens qui n'ont pas compris comment, mais Ciné Lumet c'est Serpico, quoi. Qu'est-ce qui vient dans les dorures de l'Orient Express, voilà, au milieu de vieilles comtesses russes, et voilà, c'est pas pour pourtant, lui, il n'est pas à sa place, alors que c'est très cohérent. Et Destrap aussi, hein, ça ne parle que de ça. Absolument, et le lien notamment avec 10 ans en colère est très très fort. Très très fort. C'est une forme, c'est un peu un film de procès qui n'en est pas un, enfin qui sous la forme du whodunit. Alors c'est vrai qu'il y a un matériau de départ génial, mais je trouve qu'il l'a vraiment sublimé. Et d'ailleurs, pour se rendre compte que c'est un très grand film, il suffit de voir la version de Kenneth Branagh qu'il a fait quelques années après, qui est vraiment presque embarrassante, pour se rendre compte à quel point Le Crime de l'Orient Express est un très très grand film. À mon avis, vraiment pas dépassé.
Autre tradition non bien connue des services de police pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Alban, tu nous conseilles quoi un petit peu dans le même genre que Cluedo? Alors, dans le genre de Cluedo, on l'a un petit peu évoqué. Rapidement, on parle de. J'ai pensé à ce film à cause de la. Alors, pour tout te dire, j'ai d'abord pensé à un film qui n'était pas un polar, qui est Smoking No Smoking d'Alain Resnais. Donc, je le recommande quand même s'il y a une des nombreuses intrigues du film un peu polar, ça parle, c'est pas vraiment un polar. Par contre, on est sur l'anglais, la théâtralité. Les fausses fins, alors c'est tiré d'une pièce de théâtre où en fait c'est un arborescence, pour les gens qui ne connaissent pas ce film d'Alain Resnais, où en fait de chaque décision de personnage va dépendre une suite possible. Et comme ça part en arborescence, et le film est d'ailleurs sondé en deux films, c'est deux films qu'on peut voir dans n'importe quel ordre, et avec deux personnages. Enfin, tous les personnages sont interprétés par Pierre Arditi et Sabine Azema. Mais ce n'est pas un polar. Donc, théâtralité, travail sur la fin, jeu intellectuel ludique, unité de lieu, le manoir, et ben pour moi, c'était Le Limier, justement, de Mankiewicz. Film de 1972. Donc, pareil, l'intrigue est très complexe et il y a un plaisir de la découverte. Donc, c'est marrant parce que tu parlais de Michael Caine. Donc là, on retrouve Michael Caine et Laurence Olivier. Laurence Olivier a un rôle un peu similaire à celui de Michael Caine dans Death Trap, du coup. Exactement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Michael Caine a aussi fait un remake où il joue du Limier. De Kenneth Branagh. Oui, tout est lié, voilà. What a twist. What a twist, où il reprend le rôle de Laurence Olivier. Ouais. Donc, Laurence Olivier... Alors là, il est aussi intéressant parce que je parlais du côté très en dehors du champ social. Là, il y a un côté lutte des classes. Donc, dans le Limier. Qui sera le plus fort. Voilà, qui sera le plus fort. Est-ce que c'est donc Laurence Olivier qui interprète donc là encore un écrivain, un auteur de romans policiers ou de pièces policières, enfin romans. Donc là encore, il y a un côté méta. On est dans le jeu dans le jeu, le thème dans le thème, qui veut, en gros, faire une sorte d'escroquerie à l'assurance. Enfin bon. Et qui va convoquer, va faire venir un jeune homme de la classe ouvrière qui s'appelle Michael Caine, il veut embaucher pour un peu le manipuler, un peu dans l'esprit aussi de certains Hitchcock, comme Dial M for Murder, enfin voilà, Crime et Téléproscope parfait, ce genre d'intrigue. Et voilà, il va y avoir des rebondissements, une fin qui n'est pas une fin, pour pouvoir mieux rebondir. Voilà, il y a le jeu des masques et pareil le jeu ludique avec le genre, c'est pour ça que j'ai pensé à Cluedo. Par exemple, il y a un générique. Dans le générique du film, il y a des acteurs qui ne sont pas dans le film. Donc il y a vraiment tout un jeu sur les attentes du spectateur et sur le genre. Donc c'est le dernier film de Mankiewicz aussi. Je trouve que les films testamentaires en sont quelque chose de très intéressant. Et il y a un peu aussi Mankiewicz c'était un peu un érudit, un littéraire perdu à Hollywood, donc il a toujours un peu méprisé la vulgarité. Donc je pense qu'il y a beaucoup aussi dans le personnage de Laurence Olivier, il y a beaucoup de lui. Et voilà, s'il y a un côté un peu misanthrope, un peu revenu de tout aussi dans ce Sleus, ce qui est le titre original du Limier. Voilà, donc manoir, intrigue, artificialité, théâtralité, c'est tiré d'une pièce de théâtre. On retrouve tout ça dans ce film, qui est un très 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 grand film. C'est un chef-d'œuvre même. Un chef-d'œuvre. De mon côté, je vous recommande vivement La Grande Cuisine, ou L'art et la manière d'assaisonner les chefs, sorti en 1978 et réalisé par Ted Kotcheff, réalisateur canadien bien connu pour le film australien, cette fois-ci, qui donne très soif, Réveil dans la terreur, et surtout pour Rambo, qui est quand même son œuvre la plus culte. Un drôle de film, une vraie bonne série B, on pourrait dire, totalement whodunit, un casting magnifique et hétéroclite, donc Georges Segal, Robert Morley, Jacqueline Bisset. Et aussi, et c'est là où c'est rigolo et surprenant, Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jean-Pierre Cassel, encore une fois, on revient encore une fois au crime de l'Orient Express, Jacques Balutin, etc., où ces derniers, justement, jouent des grands chefs cuisiniers européens qui se font assassiner les uns après les autres, et la particularité étant que l'assassin tue chaque grand chef de la manière dont ce dernier prépare sa spécialité, son plat signature, on pourrait dire. Et à partir de là, donc c'est Robert Morley, un célèbre critique gastronomique et dépité en fait de voir partir ses idoles et ses mets préférés les uns après les autres, décide de mener l'enquête. Donc c'est très BD. C'est très très drôle. Les comédiens s'amusent vraiment. La BO, elle est vraiment
Voilà, vraiment très très drôle, vraiment très rythmé, donc signé Henri Mancini et avec un twist final très très bien construit, là, une fois de plus. Donc c'est une véritable petite pépite, assez méconnue, bizarrement, qui vaut vraiment le coup d'œil, j'ai envie de dire même plus que ça, et qui est, heureusement, assez facilement trouvable puisque, l'éditeur, de DVD, Carlotta, l'avait sorti il y a quelques années. Donc je vous recommande vivement, voilà, si vous l'avez jamais vu, de voir, La Grande Cuisine ou L'art et la manière d'assaisonner les chefs. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer de toute urgence Cluedo de Jonathan Lynn en garde à vue. Une nouvelle fois, un très grand merci, Alban. Ce Merci à fut toi. savoureux. Et on te retrouve, il faut le dire, régulièrement dans l'émission donc, de Radio Radio Days, qui revient sur l'actualité cinématographique sur Lyon. Et il faut le dire, où nous sommes tous les deux chroniqueurs réguliers. Donc je me suis vraiment régalé grâce à toi, et avec un format un petit peu spécial cette fois-ci, ayant plus attrait, vous l'aurez compris, au final, à un genre bien particulier, plus qu'à une œuvre vraiment définie comme on le fait d'habitude et sur laquelle on revient en détail avec des analyses, on pourrait dire, plus poussées. Donc ici avec Cluedo qui nous a servi plus de prétexte au final pour recommander tout un tas de petits films bien sympathiques, des petites gourmandises, là un peu comme des chocolats à l'arsenic, Parfait pour Noël. en attendant Noël. Voilà, c'est un peu notre calendrier de l'Avent, whodunit, on pourrait dire. Et ça fait vraiment du bien, voilà, que d'évoquer tous ces films. Moi, c'était un grand plaisir que de les revoir, en fait. Parce qu'on l'a déjà dit, hein, on s'amuse vraiment comme des gosses, en fait, devant ce type de film. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma, et n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, et surtout à la partager si cela vous a plu et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.